Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester le Xperia T de Sony. C'est un terminal sous Android qui a été annoncé lors de l'IFA, donc cet été, enfin été 2012, et qui ensuite est sorti en France fin septembre, courant octobre, voilà, vers un petit peu avant les fêtes. C'est un appareil qui ressemble beaucoup sur le papier au Ion, Xperia Ion, euh, que j'avais eu entre les mains et que je vous ai pas proposé de test, mais c'est quasiment la même chose sur le papier en tout cas, après avec un design différent, une surcouche différente, etc. Alors, rapidement, sur les specs de cet appareil, donc on a un écran 4.55 pouces, de résolution 720 par 1280, ça fait une bonne densité de pixels, plus de 300 ppi, 323. Donc ça c'est plutôt intéressant au niveau écran, et c'est du Bravia Engine, la première version qui est déjà pas mal, à opposer au Bravia Engine 2 qui est sur le Xperia Z. Il tourne sous Android ICS avec Jelly Bean qui est prévu, et on en parle en ce moment là, au moment où je fais ce test là, début février, on en parle, et normalement elle est en cours de déploiement, mais je l'ai pas eu sur celui-là. Donc vous aurez quelques peut-être modifications si vous l'achetez après, mais bon, grosso modo sachez que voilà, il est soit ICS pour ce test. Vous l'achèterez, il sera sûrement soit ICS, mais il y aura la mise à jour de Jelly Bean qui sera sûrement là. 16 Go de mémoire interne, vous pouvez monter jusqu'à 32 en plus via micro SD, 1 Go de RAM, un appareil photo 13 mégapixels, flash LED, il filme en 1080p, et vous verrez qu'il est plutôt pas mal, vous le verrez dans les échantillons. Une caméra frontale 1,3 mégapixels juste ici. Au niveau du CPU du processeur, c'est du dual core 1,5 GHz, donc la même chose que sur le Ion. Et d'ailleurs la même chose que sur le Xperia S, si je me trompe pas. On a une batterie 1850 mAh qui offre des performances mitigées, vous le verrez. Et niveau prix, on est autour de 450-500 euros. Avec certaines boutiques qui arrivent à descendre jusqu'à 420 là en février, mais je pense que vous pourrez le trouver autour de 400 euros dans quelques semaines. 400, ouais, 430, 30 euros. Et 1 euro avec forfait, en ce moment il y a des ODR, mais sinon il est un tout petit peu plus cher, il est autour de 50 euros. Mais c'est typiquement le genre d'appareil qui se retrouvera à 1 euro d'ici peu sans ODR. Mais actuellement, que ce soit SFR ou Orange, il y a des ODR de 49 euros, voilà, pour vous le procurer. Ok. Rapidement dans la boîte, on n'avait rien de très intéressant. En plus, c'est même pas le contenu définitif. Je me rends compte que j'ai un chargeur américain, pardon. Américain, bon voilà, mais vous aurez bien sûr le bloc français avec ici le port USB pour connecter ensuite ce câble et des écouteurs intra-auriculaires que j'ai pas testé, mais bon, pourquoi pas, ça c'est bien, et les notices. Et c'est tout ce qu'on trouvera là-dedans. J'allais dire, on trouve aussi la batterie, mais c'est pas vrai, puisque comme vous allez le voir, au niveau du design, c'est pas, la batterie n'est pas amovible. D'ailleurs, vous avez un petit cache ici qui permet d'accéder à autre chose. Et on va faire le tour du design du coup. Alors, c'est un appareil au design assez, on va dire, classique Xperia, classique de cette nouvelle gamme, enfin, toute la nouvelle série depuis 2012 du côté de Sony. Mais on retrouve des éléments un petit peu entre guillemets historiques, mais bon, c'est pas si historique que ça, hein, ça date d'il y a 2-3 ans max. C'est ce côté arqué, donc ça rappelle le arc, mais derrière finalement il fait plus penser aux terminaux vraiment récents. Là voilà, on a du soft touch à l'arrière plutôt que ce plastique brillant qu'on avait sur l'arc, ce genre de truc. Donc finalement il n'y a pas grand chose à voir, mais on a quand même voilà ce petit rappel là, et qui est pas inintéressant en termes d'ergonomie. On va en parler un peu après. Donc là-haut on a la caméra frontale, on a quelques capteurs, on a le grand écran 4.55 pouces. Vous le verrez dans l'interface, en fait il n'y a pas de touche sensible puisque tout est inclus. Voilà, ici dans l'interface, hein, comme ça. Donc vous avez cette barre ici avec le logo qui permet surtout de faire remonter un peu l'écran dans un design pour qu'il rentre bien en main. Mais finalement, voilà, vous n'avez pas de touche sensible. Et ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Ça a mis un peu de temps, mais on y est. Alors, sur le haut, on a le jack 3.5 et un second micro. Sur la droite, alors on commence par ce petit cache qui est plutôt bien implémenté. Ça fait un peu penser à ce que propose HTC, enfin ce que proposait HTC. J'ai bien regardé, il dépasse pas. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat ces éléments-là, et vous pouvez l'ouvrir voilà ici. Et ensuite là-dedans, vous avez tout ce qui est SIM et micro USB, micro SD pardon.
et c'est de la micro SIM. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais, non, c'est même tout. Ça se clipse assez bien. Bon, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, là, on a 3 touches physiques qui ressortent pas mal. On a un bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, la touche de volume et le bouton d'appareil photo. Ces 3 touches qui sont bien faites. Le seul problème que j'ai, c'est leur position en fait. Comme vous pouvez le voir, elles sont très basses sur l'appareil. Et donc, ça donne l'impression que ça a été clairement optimisé pour la prise de photo. Vous prenez la photo comme ça, vous pouvez zoomer, dézoomer ici, c'est très pratique. Après, quand vous tenez l'appareil de cette façon-là, typiquement ça, on va dire que c'est une bonne prise en main classique. Le pouce, il arrive plutôt là, voire ici, et vraiment en poussant le truc. Le bouton on-off, il est juste là. Donc ça veut dire que pour atteindre facilement le bouton on-off, il faut le faire remonter un petit peu dans la main. Et donc on le tient un petit peu à bout de doigt. Alors pas tout à fait, mais quand même un petit peu. Et ça, j'ai du mal à l'expliquer. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un peu gênant, je trouve, puisque ça c'est un bouton qu'on utilise tout le temps. Hein, pour déverrouiller l'écran, il faut l'utiliser. Et donc cette position, je la trouve un peu particulière et elle me plaît pas des masses, pour être honnête. C'est pas rédhibitoire, bon, ça reste un bouton, mais c'est quand même un petit peu dommage, c'est bizarre. Pour les gauchers, ce sera normalement un peu plus simple, puisque ici, voilà, vous pouvez utiliser différents doigts, alors que c'est vrai que pour les droitiers, c'est bien plus compliqué. Voilà, après, une fois que vous l'utilisez, si vous commencez à l'utiliser comme ça, vous pouvez déverrouiller l'écran et continuer à l'utiliser, mais après, vous le ferez peut-être bouger dans la main. Donc voilà, c'est ce petit truc-là d'ergonomie, je suis pas un grand fan. Voilà, en bas, on n'a rien. Sur la gauche, on a un port micro USB. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un format rectangulaire. Vous le voyez peut-être pas bien, mais Sony faisait ça par exemple sur le Xperia S. Et là, on l'a sur celui-là également. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? A priori, pas grand-chose, mais classique. Par exemple, ici, sur un terminal produit par Samsung, on a normalement, enfin, comme sur la plupart des appareils, un port USB. Désolé, la caméra elle galère complètement, mais hop, j'ai un HTC ici, voilà, c'est des ports de cette forme-là, qui permettent pas forcément toujours de faire entrer tous les accessoires dedans. Je sais qu'il y a certains constructeurs comme, je pense Sony et même ou Nokia, qui ils font tous les deux, puis ça doit pas être les seuls, des accessoires en micro USB où l'élément, la prise, elle est au format rectangulaire. Et au moins avec ce format rectangulaire, vous pourrez faire entrer ces éléments-là, du moment, enfin, si c'est compatible dans tous les cas, hein, après, du moins mécaniquement, vous pourrez les faire entrer. Après, il faut voir si ça marche. Mais vous pouvez faire entrer ces éléments-là et également les micro USB classiques en forme coupé sur les côtés. Voilà, c'est un détail, mais moi je l'ai constaté récemment en essayant un accessoire Nokia sur différents terminaux, et seuls les terminaux de Sony et de Nokia pouvaient fonctionner avec, et donc je trouvais ça assez intéressant. C'est un détail, c'est bon, mais voilà. Et ensuite à l'arrière, on a l'appareil photo, 13 mégapixels, le flash LED, une coque arrière en soft touch, le petit logo, la mention Xperia, le haut-parleur en bas, et il y a un élément ici qui est important de noter. Alors déjà, première chose, c'est que l'appareil photo est légèrement surélevé. Ça, c'est un classique, hein, pour bien faire entrer l'optique. Moyennant quoi, en fait, ça se voit peut-être mal à la caméra. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Voilà. Vous voyez que le verre de l'appareil photo est très très bas, et assez bas par rapport au bloc, à l'élément physique ici, et de fait ça va être totalement impossible de rayer la vitre, on va dire, la petite partie en verre qui est juste devant, puisque quand vous le posez déjà de base, c'est pas censé arriver, mais en plus le verre est pas juste sur la surface. Et ça c'est assez nouveau, c'est un peu d'un point de vue design, c'est pas choquant, mais c'est un peu particulier, hein. Mais ça c'est pas mal. Là je vois par exemple sur le SV de HTC, bon c'est un design complètement différent, mais on voit bien que voilà, le verre est directement accessible et potentiellement il y a plus de risques. Donc voilà, ça c'était le petit truc, je pense qu'on a fait le tour sur le design. Alors niveau ergonomie, mis à part les boutons ici, 4.55 pouces, c'est pas très grand. Bon, on est habitué maintenant peut-être à avoir des appareils un peu plus grands en main, et là pour celui-ci ça va pas mal. C'est juste, comme je disais, les boutons, même s'ils sont facilement utilisables, c'est un petit peu dommage. Et puis le côté incurvé,
en arc. C'est pas l'écran, hein, c'est vraiment la coque arrière, c'est comme l'arc. Ça rentre dans la main correctement avec les bords arrondis. Enfin, arrondi, ouais, si, arrondi, mais pas tout à fait rond. Vous voyez, c'est un petit peu coupé droit ici, c'est original, mais ça tient bien dans la main. Et le soft touch, c'est toujours intéressant. Donc voilà, niveau ergonomie, on est plutôt bon. Et du coup, on va passer à l'interface. Alors, on a, comme je disais, Android ICS avec la surcouche de Sony dans une version qui est... Alors là, moi, j'ai du mal à suivre les numéros de version, et donc on va pas parler de numéros de version, mais... Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était à mi-chemin entre ce qu'on a sur un Ion, ou sur par exemple un Xperia S depuis qu'il est passé sous ICS, et ce qu'on a sur un Xperia Z qui est très récent, qui n'est pas encore sorti, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Et donc voilà, c'est un petit peu entre les deux, mais sur des détails, c'est-à-dire par exemple des éléments graphiques. Typiquement là, le widget musical, je sais qu'il ressemblait pas à ça dans les précédentes versions. Je crois que sur le Xperia Z, il a aussi un peu changé, mais c'est vraiment des détails. Dans les fonctionnalités, on a pas mal de choses, et vous allez voir, je vais essayer d'aller vite, mais on a vraiment beaucoup de choses. Alors, ici, on a l'écran d'accueil classique, avec système de widget, toujours avec ces petits effets-là. On peut partager des éléments là-haut, ça c'est une fonctionnalité que j'ai jamais bien compris. Mais bon, voilà, on a ça qui est possible. On peut bien sûr changer la taille des widgets, les déplacer. Voilà, bon là, je peux les déplacer sur un autre écran, ce genre de truc. Comme on n'est pas sous Jelly Bean et que Sony n'a pas souhaité l'implémenter, quand vous déplacez des icônes, etc., il faut vraiment tout bien organiser, ça se change pas tout seul. On a toujours des widgets interactifs comme ceux-là, typiquement. De nouveaux widgets là ici, comme pour faire du mirroring en DLNA, donc via Wi-Fi. On appuie ici, on a cet élément là-haut qui s'affiche. À gauche, ça va être la gestion de tout ce qui est personnalisation, fond d'écran, thème. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Surtout au niveau des thèmes, c'est toujours la même chose, hein. C'est tous ces petits thèmes là, ils sont bien, mais au niveau personnalisation, ça va pas bien loin. Mais c'est bon, c'est toujours bien de les avoir. Et ensuite, après, niveau widget, on a cet écran là. Donc ça, c'est un petit peu nouveau, enfin, pas réellement, mais c'est pas ce qu'on connaissait il y a quelques années, il y a quelques mois déjà. Là, par exemple, on a ce genre de truc, c'est assez sympa. Ça vous dit la taille que ça prend en bloc, et après, vous avez juste à appuyer dessus, et puis ça va le déposer. Alors là, il n'y avait pas de place, mais si vous avez de la place, vous pourrez le déposer. Dans le tiroir des notifications, vous avez ces quelques options là qui permettent d'accéder rapidement à quelques paramètres. Donc ça c'est classique, hein, Wi-Fi, ça je crois que c'est les notifications, enfin le son, les notifications sonores, vibrations, etc. L'accès rapide aux paramètres ici. Donc ça c'est du classique, ça marche toujours aussi bien là-dedans. Et puis après vous pouvez enlever des notifications ici, les désactiver là d'un coup. Grand classique. Donc ça c'est pour cette partie là. Alors ensuite multitâche qui a un peu changé, avec toujours bien sûr la possibilité d'enlever des applications de cette liste avec des icônes plus petites. Et puis on a ces icônes là en bas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'ils appellent des micro applications, des micro apps, small apps en anglais. C'est des petites applications qui vont se lancer sur l'écran par-dessus ce que vous avez, et ça équivaut un peu à un système de fenêtrage, hein, sous n'importe quel OS moderne, entre guillemets. Moderne, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais on va dire un OS récent, ou même qui a moins de 15 ans. Bref, et donc voilà, on a un système de fenêtres et qui permet tout simplement d'utiliser quelques petites applications par-dessus ce que vous êtes en train de faire. Donc typiquement, je suis en train d'écrire un message à quelqu'un, voilà. J'ai envie rapidement de faire, je sais pas, un calcul, je sais pas, n'importe quoi, hop, je sors ça, je fais mon calcul, ah, super, je ferme ça, et voilà. Donc c'est un système qui permet de faire du multitâche très optimisé. C'est un peu étrange sur un écran de cette taille-là. Moi je le voyais plus sur des écrans grands, vraiment plus grand. 4.5 pouces c'est grand, et d'ailleurs ça peut avoir une utilité là, mais c'est vrai que ce système là on le voyait plus normalement sur des tablettes, notamment dans TouchWiz de Samsung. Il y a ce genre de choses, mais là ici on l'a différemment. Donc là on a tout ce qui est prise de notes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un dictaphone, on a même un mini
mini navigateur web. Alors ça c'est quand même particulier, mais enfin particulier. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Et c'est voilà, un petit navigateur web qui se lance par-dessus. Et puis, alors là, typiquement, ça, c'est une application que j'ai installée. Et ça, c'est la force aussi de Sony. C'est toujours, généralement, quand ils lancent des systèmes un peu innovants, ils se débrouillent pour qu'il y ait un peu plus de contenu sur le Play Store. Je pense par exemple à la smartwatch, où il y avait pas mal de contenu. Et là, typiquement, on a les micro-applis. On peut choisir d'aller chercher d'autres micro-applis qui ont été installés. Et également aller en chercher d'autres sur le Play Store. Et là, du coup, il fait une requête sur ça. Enfin sur com, etc. pour avoir juste ces applications-là. Et là, on se retrouve avec tout plein. Pas tout plein. Une petite liste, une quinzaine d'applications au total qui permettent, voilà, en les installant, de rajouter des éléments là-dedans. Donc typiquement, on a quoi là, moi, j'ai installé ça. Donc qui permet très rapidement d'accéder, hop, à l'appareil photo. Vous voyez, hein, là, c'est l'appareil photo. Voilà. Et vous pouvez prendre une photo très rapidement comme ça et fermer. Ça semble juste plus léger, plus rapide que si vous deviez lancer l'appareil photo. C'est pas forcément super utile, mais bon, à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Et puis après, je sais pas, convertisseur de devises, une application miroir, Facebook, dans un petit format, Twitter. Donc voilà, à chaque fois vous avez les explications ici. Etc. Là, ça a l'air d'être capturé sur une tablette, hein, les captures. Enfin bon, voilà, il y a ça. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui est, que je trouve agréable. Pas forcément indispensable pour tout le monde, mais intéressante. Vous avez toujours le pincement qui permet d'afficher tous les widgets de cette façon-là, dans vue éclatée. Et puis après, niveau widget, vous avez des trucs, voilà, des éléments sociaux, là, tous vos amis qui s'affichent. Le suivi avec Timescape de Twitter, etc. etc. Enfin bon. Là-dessus, on va pas s'éterniser. Je pense que ça, vous connaissez, c'est du grand classique de cette surcouche. Et y a ces icônes-là, ces nouvelles, entre guillemets, nouvelles icônes qu'il faut bien mémoriser. Du moins, ces trois-là. Alors, je pense qu'il y en a plus. Il y en a une quatrième, je crois. Mais en tout cas, il y a le Walkman. Sony continue vraiment à insister sur ces marques. Donc, il y a Bravia, toutes ces choses-là. Et là, on a Walkman. Donc, c'est le lecteur MP3. Ça, c'est Album, c'est les mêmes, vous voyez, ces mêmes types, ces icônes rondes, qui sort un petit peu de l'environnement, je trouve, Android. C'est pas du tout en adéquation avec ça, mais bon. La Film, pour tout ce qui est musique, et je pense qu'il y en avait une dernière, je sais plus. Bon, là, on a Sony Select, par exemple, pareil. Et puis, bien sûr, ouais, il y a aussi... là, ils ont mis aussi ça, là, au niveau des icônes, c'est ces icônes-là. Il y a aussi le PSM, PlayStation Mobile. J'en ai pas parlé, mais c'est un terminal qui est certifié PlayStation Mobile. Et on va passer dedans rapidement un peu après, mais vous verrez que personnellement, moi je trouve que ça apporte pas grand chose. Je suis un petit peu déçu d'ailleurs des contenus qu'il peut y avoir. Mais bon, voilà quoi. Donc là, on a le système de composition de numéros avec des propositions. On a les contacts, les favoris et les groupes. Au niveau des contacts, c'est plutôt sympa puisque vous avez une intégration sociale qui est assez poussée. Donc là, j'ai un contact, je peux avoir les informations de base. Ensuite, après, je peux trouver ses photos, ses intérêts. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve depuis longtemps quand même, enfin, depuis au moins un an et demi, sur tous les terminaux de Sony, de la gamme Xperia. Donc je sais que Facebook Inside Xperia, je crois que ça date du Arc S. Peut-être même du Arc. Donc ça, c'est des choses comme ça, des intégrations sociales qui existent depuis quand même un bon bout de temps déjà. Et ça marche bien. On va regarder au niveau des messages. Alors ça, c'est classique, hein, ça s'affiche de cette façon-là par contact, par discussion. Et ensuite, après, c'est un système de bulles. Alors vous pouvez envoyer des MMS, bien entendu. Là, il s'affiche comme ça. Hop. Voilà. Au niveau de la saisie de texte, on va voir ça juste après. Mais vous pouvez mettre des pièces jointes. Vous pouvez rapidement accéder à certains éléments. Donc là, par exemple, prendre une photo rapidement. Typiquement, voilà, j'ai envie de prendre une photo pour un MMS, je fais ça. Toc, ça va me lancer ça très vite. Bon, ça peut être pratique. Et ça, c'est un autre élément qui permet de griffonner, d'envoyer l'image que vous venez de créer. Ça envoie la localisation. Voilà. Et au niveau de la saisie texte, on a ce clavier-là. Et on a d'ailleurs un seul clavier, puisque les autres, c'est clavier chinois, clavier japonais, Google Voice. Donc vous pouvez entrer à la voix, etc. Vous pouvez aussi en télécharger d'autres, hein, comme d'habitude. Par défaut, je trouve qu'il est pas trop mal celui-là. C'est pas forcément mon préféré, mais
Déjà, il se présente bien, il prend pas tout l'écran et c'est assez bien fait. Il y a des propositions qui s'affichent, il y a les CDI, tout ça qui passe bien. Enfin, les propositions sont bien prises en compte. Ouais, je dirais que moi, par défaut, si je devais acheter cet appareil, je pourrais rester sur ce clavier-là, sans trop de soucis. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous l'aimez pas, vous pouvez changer. Et puis, en paysage, ça s'affiche de cette façon-là. Donc, il y a un peu moins de place, mais pour le dessus, mais il y a plus de taille, de place, pardon, j'arrive pas à parler, pour taper. Donc, c'est pas mal. Ok. Menu principal, on peut l'organiser de différentes façons. Donc, hop, là, ici, vous avez les différents tris, hein, c'est un classique aussi. Et ici, vous pouvez accéder à l'option qui permet d'enlever, de trier vos applications. Vous ne pouvez pas créer de dossier dans cet emplacement-là, mais normalement, vous pouvez le faire ici. Voilà, comme ça, on crée un dossier. Et puis voilà, bon, ça, c'est un truc classique Android, hein. C'est pas une nouveauté. Ok, alors on va passer dans les applications. Je vais pas tout regarder puisqu'il y a des trucs qui sont préinstallés d'ailleurs par Sony. Je sais pas, genre, je sais qu'ils ont un partenariat avec Canal+, et ça, du coup ils nous préinstallent l'application. Bon, pourquoi pas. Après c'est pas nécessaire. Il y a Timescape, toute la couche sociale. Donc là par exemple ça c'est Twitter, Facebook, et après vous pouvez installer d'autres applications. Timescape. Donc typiquement, je sais qu'il y a des sites internet qui ont leur propre module Timescape. Enfin voilà, ça c'est pas mal. L'application en tant que telle, elle est pas très pratique, je trouve. Ça, bon, ça c'est comme d'habitude. Hein, c'est des applications qui sont proposées pour avoir des interactions sociales. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez utiliser vos propres applications sans souci. Ne serait-ce que le clavier enfin pas le clavier. Ne serait-ce que le client Twitter ou Facebook proposé par les marques, enfin les clients officiels, hein. Donc typiquement Facebook pour Android et Twitter pour Android, ça marche très bien aussi. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de rester sur Timescape, il n'y a pas de souci. Alors ça c'est le navigateur web, donc avec les onglets qui s'ouvrent, la possibilité d'accéder aux favoris ici, l'historique, les pages enregistrées, puisque vous pouvez sauvegarder une page pour plus tard. Ok. Toc, on a quelques options ici, notamment la demande de version ordinateur. Hein. On peut forcer la version ordinateur. Ça peut être pratique dans certains cas. On a le lab avec plein écran, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le navigateur qu'on trouve dans SIS par défaut, avec, je crois, quelques personnalisations. Et encore, je sais plus exactement à quoi il ressemble normalement dans SIS, mais ouais, quelques personnalisations de la part de Sony, mais rien d'exceptionnel. Hop. Je vais attendre un petit peu que tout se charge, et pour vraiment tester la fluidité, ce que je ferais, c'est que je couperais, enfin je fermerais un des deux sites qui est lancé, même si bon en soi ça n'a pas forcément toujours d'impact. Bon voilà, vous pouvez zoomer, dézoomer, ça marche bien. Là, j'ai activé l'option qui permet d'avoir le texte qui se mettait sur le côté. Mais si vous double tapez, voilà, ça va se réorganiser. Vous pouvez zoomer, double tape sur le texte et ça se réorganise. Et ça, c'est propre. Pour moi, c'est une des meilleures façons de l'implémenter. Le copier-coller qui fonctionne bien également. Hop. Là qu'on peut basculer entre les onglets assez rapidement. Ça marche bien, hein, ça marche bien. Moi, j'avais fait une vidéo de comparaison où j'essayais le Xperia Z et ah tiens, qu'est-ce qu'il me fait? Il veut plus zoomer? Non, c'est peut-être là où je mettais mes doigts, je sais pas. Ouais, là ici, il aime pas dans cette zone là du site. Où j'avais vu qu'en fait le Xperia Z est plus fluide, oui, que le Xperia T sur le web, mais pas beaucoup plus. Le T s'en sort pas mal, et le Z également bien sûr. Donc il n'a pas grand chose à envier. Je crois que j'ai cliqué sur un lien, ça va pas l'aider. Bon voilà. Donc, pareil là, vous pouvez remettre le texte en forme. Donc c'est assez fluide, mais vous l'avez vu. Alors je vais retourner sur la page d'accueil, parce que c'est une page d'accueil qui est un petit peu lourde. Voilà. Et c'est pas
extrêmement fluide. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le moment où, voilà, vous voyez, où je demande à défiler et le moment où il va effectivement défiler. Et parfois, c'est légèrement saccadé. Donc, sur les sites un peu lourds, ça va être moyen. Comme ici, en fait, ça va. On peut surfer, on peut lire du texte, on peut zoomer, dézoomer, ça marche bien. Tous les composants s'affichent, à part bien sûr le flash. Mais c'est vrai que bon, vous serez peut-être un peu frustré un tout petit peu quand ça va un petit peu ramer, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un énorme problème. Là, j'ai lancé un article un peu plus lourd sur Test Mobile et vous voyez, c'est juste des images et voilà, des images, du texte. Il y a une petite vidéo qui est normalement en flash. Bon, ça va charger un peu les différents composants, mais ça marche quoi. Ça marche et c'est un peu plus fluide ici, donc ça va dépendre. Le site sur lequel on était juste avant, bien sûr, il est un peu plus lourd, donc ça aide pas. Mais globalement ça va. Globalement, ça va. C'est pas la meilleure expérience que j'ai eue, mais il y a quelques petits trucs que j'aime bien, notamment le resize du texte, enfin la remise en forme du texte comme ça c'est sympa. Ce genre de choses. Ok, et puis bien sûr, l'application à proprement parler est tout à fait honorable, puisque c'est celle qu'on connaît déjà, hein, mais bien sûr, tous ces systèmes-là, ça marche bien. Tout ça synchronisé avec Google, etc. Alors, il y a un point que j'ai pas abordé, et je vais en parler maintenant, parce que je trouve que c'est plus simple, sinon j'ai peur d'oublier, c'est l'écran. Alors, l'écran, comment ça se passe? Donc, vous avez Bravia Engine, que vous pouvez activer, puisque Bravia Engine, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité... C'est un élément logiciel, c'est du software à 100%, et qui permet d'optimiser certains éléments. Donc surtout quand vous lancez des images, quand vous allez sur voilà, dans des environnements où il y a où vous affichez des choses très visuelles à l'écran, ça va avoir un impact, ça va rendre l'image un peu plus claire, un peu plus nette, donc ça va forcer un peu la netteté, ça va augmenter les contrastes, ça va rendre les couleurs un peu plus vives. C'est un peu réducteur de dire que c'est juste quelques petits filtres comme ça, parce que c'est pas exactement ça. C'est un filtre intelligent qui va, en fonction du contenu qui est affiché à l'écran, va vous proposer un rendu qui est normalement meilleur. Le seul problème que j'ai avec Bravia Engine, en fait, et ça c'est valable aussi sur tous les écrans qui poussent un peu trop fort niveau couleur vive, etc. C'est que quand vous prendrez une photo avec ça, à l'écran, vous allez peut-être la trouver super nette, les couleurs parfaites, ce que vous vouliez, etc. Vous allez la mettre sur votre écran d'ordinateur et vous allez vous rendre compte que le rendu n'est pas exactement ce que vous aviez sur le mobile, sauf que la photo est prise et c'est fait. Alors après, vous pouvez l'altérer, etc. Et au final, il peut y avoir un côté un peu déceptif là-dessus, si vous prenez beaucoup de photos, de vidéos et que vous avez envie d'un rendu le plus réaliste possible. Mais ça, sachez que c'est valable sur beaucoup d'écrans qui altèrent un petit peu la réalité, entre guillemets, pour la rendre plus belle. Apple le fait, Samsung le fait, enfin voilà, il y a un petit peu tout le monde, quoi. Donc ça, c'est pour ce point-là. Et puis autre chose, alors moi je trouve que... Un des soucis qu'il y a avec les écrans proposés par Sony, et même sur le Xperia Z, j'ai regardé, c'est la même chose. Bon, on verra lors du test, mais c'est que déjà niveau gestion des reflets, tout ça, c'est pas exceptionnel. Visibilité en extérieur, c'est pas les meilleurs. Et puis après, il y a les angles de vue. Alors, je sais pas si ça vous parle, enfin, si vous trouvez ça important. Moi, je sais que j'aime bien le Super AMOLED qu'on trouve notamment sur les produits de Samsung, mais aussi de Motorola. Et je sais, et pas uniquement, hein, on l'a chez Huawei également, et je sais que les noirs là-dessus, sur le Super AMOLED, sont quand même vraiment plus convaincants que là-dessus. Donc typiquement, si vous regardez cette barre-là, qui est censée être totalement noire, là voilà, on part tout de suite dans des gris, mais même quand vous êtes totalement de face, elle est pas noire à 100%. C'est pas grave, mais ça veut tout simplement dire que les noirs sont pas tout à fait sont pas tout à fait noirs sur cet écran-là, et de deux, avec les angles de vue, ça altère beaucoup l'image. C'est pas un problème pour tout le monde. Voilà, c'est une question d'exigence là-dessus. Moi, ça me dérange pas spécialement, d'autant plus que dernier élément, vous avez une très très bonne densité de pixels sur cet écran, et du coup, si par contre là votre problème généralement avec les écrans c'est de voir un petit peu les contours des lettres, les pixels, les trucs comme ça, bah là vous serez, il n'y aura pas de souci quoi, vous voyez rien à l'œil nu et ça c'est plutôt agréable. Ok, donc on a vu la navigation, saisie, hein, la saisie texte, les messages, tout ça, etc. Ok, on va passer au lecteur musical du coup.
Donc c'est ce fameux lecteur musical avec les deux onglets en haut. On a toute votre musique qui s'organise, qui est présentée ici avec les morceaux, etc. Les albums, tout est trié, hein, vous voyez, avec les blocs. Et puis ensuite là, vous avez les contenus qui sont sur le web. Donc là, j'ai des éléments liés à Facebook, puisque vous avez Facebook qui est intégré dans le terminal. Vous avez ici les serveurs multimédia, donc ça c'est nos ordinateurs sous Windows qui sont connectés sur le même réseau. Vous pouvez avoir d'autres éléments, vous avez Music Unlimited qui est le service d'achat de musique, vous avez SenseMe, ça je sais plus ce que ça fait, je crois que c'est, ouais, ça réorganise vos collections musicales en fonction de différentes émotions, ce genre de choses. Et puis après vous avez l'onglet lecture. Moi j'aime bien cette façon de faire, à savoir vous pouvez très facilement retrouver la lecture musicale ici, sans avoir à appuyer sur, je sais pas, options, etc., etc. Là, tout est accessible très très rapidement, que ce soit voilà, la lecture ou la bibliothèque musicale. Hop. Donc, on va mettre un peu de son. Voilà. Donc là, je lance la musique. Bon, normalement, j'ai une pochette qui s'affiche ici. On peut défiler, vous avez vu, d'une pochette, enfin d'un morceau à un autre comme ça. Si vous avez d'autres morceaux en file d'attente, hein, donc dans une playlist, etc. Là, vous avez les options qui permettent... Alors ces options-là, je les ai toujours trouvées assez inutiles. Mais bon, ça, après, c'est à vous de voir. Mais on a un accès rapide à YouTube, à Wikipédia. On peut télécharger de nouvelles extensions en rapport avec le morceau que vous êtes en train d'écouter. Donc typiquement, là, c'est un morceau de Black Mill. Si je fais une recherche sur YouTube, il va me balancer des vidéos voilà, relatives à ça. En soi c'est intéressant, mais bon, moi je trouve que voilà, c'est pas nécessaire. Là on appuie là, on peut like. Alors là bien sûr il y a un lien avec Facebook et je vais pas le faire. On peut par contre l'ajouter quand même à ses favoris pour retrouver facilement dans sa bibliothèque. Ça c'est le mode aléatoire, ça c'est la répétition avec les différents modes. Enfin bon, ça je pense que vous connaissez. Vous pouvez naviguer dans un morceau très rapidement avec le timecode qui s'affiche, suivant précédent. Bon voilà quoi, c'est un bon petit lecteur musical. Vous pouvez faire des recherches ici. Vous avez le widget qui s'affiche ici, également là, et sur l'écran d'accueil également ici. Je vous ai pas montré, ici on peut prendre une photo rapidement, mais bon ça on passera dans l'appareil photo tout à l'heure. Ok, donc ça c'est pour le lecteur musical. On va regarder un petit peu ce que ça vaut niveau qualité du haut-parleur. Et là il y a le clavier. Désolé, qui essaie de mettre un peu plus fort. Et c'est dans l'autre sens. Le haut-parleur sur le Xperia T, il n'est pas excellent. Déjà pour commencer, le volume n'est pas très fort. Alors en soi, c'est pas toujours un problème. Là, c'est pas réellement problématique. Autant par exemple sur un Galaxy Nexus à la base, c'était vraiment un problème. Enfin, je trouvais. Je trouve toujours. Mais sur le Xperia T, non. Mais voilà, ça manque un peu de volume. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après, le son est un peu fouillis. Voilà, je trouve que c'est très 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 moyen. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, ça simule un peu des basses, des espèces de basses. Alors, bien sûr, il n'y a pas tellement de basses que ça. Mais c'est plus que le son est un peu étouffé. Vous l'avez peut-être entendu, mais voilà. Moi, en tout cas, je trouve qu'il manque de précision et de volume. Donc, globalement, même à fond, et même quand vous baissez le son, la qualité s'améliore pas spécialement. Et puis, en plus, vous entendez plus rien. Mais le haut-parleur est pas excellent. Alors, si vous recherchez vraiment un bon haut-parleur, ça va pas être celui-là, si c'est vraiment un critère très très important pour vous. Dans la galerie, c'est cette petite galerie là qu'on a depuis ACS sur le Xperia S par exemple, avec ce système là que je trouve très très bien pensé, qui permet de réorganiser rapidement ces albums. Donc voilà, d'afficher en plus grand ou plus petit les vignettes, et ça c'est vraiment top. Si vous avez beaucoup de photos, je trouve que c'est génial. Donc là c'est organisé par date. Ensuite ici on peut accéder
aux différents albums. Alors là, c'est la mémoire interne. Ça, c'est les images, les vidéos, tout est trié. Vous pouvez faire du coup vos propres tris, bien sûr. Ensuite, vous avez tout ce qui est en ligne. Donc avec, comme je vous disais tout à l'heure, les serveurs multimédia. Et là, Facebook, qui est affiché, et Picasa. Je me pose la question sur les autres serveurs. Est-ce que, voilà, moi je vois que Facebook et Picasa, je crois que si vous installez d'autres services en plus, vous pouvez les avoir. Je suis pas sûr à 100%. En tout cas, là, dans tous les cas, on a Facebook, Picasa. Bon, ça peut être intéressant. Si je vous montre un peu comment ça marche, toc, j'ouvre une photo. J'ai accès ici, et je peux accéder aux données Facebook. Ça, c'est vraiment l'intégration de Facebook dans le terminal. Et puis, si vos photos sont géolocalisées, géotaguées, moi c'est pas le cas, vous les verrez apparaître sur cette magnifique carte et vous pouvez même basculer en mode globe si vous voyagez à travers le monde et que voilà, vous voulez avoir un petit aperçu de l'endroit où vous avez pris vos photos. Donc ça c'est sympa. Bon, bien sûr, tous ces échantillons là, on les mettra, je les mettrai sur Test Mobile. Hop, voilà. Voilà, et donc là vous regardez vos photos sans trop de soucis, ça marche bien. Vous appuyez dessus, vous pouvez la partager. Enfin bon, on a on commence à avoir le classique. On peut lancer un. Alors ça, je l'ai pas essayé pour tout vous dire, mais vous pouvez, voilà, SenseMe, ici ça va vous permettre de créer un diaporama avec des morceaux et un thème derrière. Bon, ok, c'est cool. Et ensuite, je vais revenir en arrière. Vous avez un autre diaporama d'ici, donc à mon avis celui-là il est un peu plus complet. Voilà, bon, vous pouvez rogner, utiliser, pivoter et ce qu'ils appellent throw, donc ça veut dire lancer. Et ça permet de faire du DLNA assez rapidement pour envoyer vers typiquement un téléviseur compatible, ce genre d'appareil. Et il y a un dernier truc dont je voulais parler du coup, c'est les couleurs et d'après moi la fiabilité des couleurs. Alors je me rappelle pas exactement, mais moi j'ai vraiment l'impression que les verts là-dessus sur ces photos là, ils sont un peu exagérés. Vous l'avez peut-être vu tout au début quand j'ai lancé la première photo. Cette photo, je sais plus, bref, peu importe. Cette photo là, il y a eu un léger traitement, ça a pris une toute petite seconde juste avant. Si vous avez l'occasion, revenez dans la vidéo, vous le verrez peut-être. Et en fait, la photo initialement, elle était légèrement moins vive que ça. Et là, moi, je trouve que les couleurs sont vraiment trop vives. Et bah ça, c'est l'effet du Bravia Engine. C'est typiquement ce genre de choses et vous pouvez pas vraiment le régler, vous pouvez juste désactiver ou activer. C'est pas comme le Super AMOLED, du moins chez Samsung, où vous pouvez régler les différents modes de traitement de l'image. Là, vous ne pouvez pas, mais bon, vous pouvez le désactiver si vous n'aimez pas. Ok, ensuite, l'appareil photo. Désolé, c'est un test long, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses à voir sur cet appareil. Donc c'est l'appareil photo classique hein, qu'on trouve... Enfin, en tout cas au niveau de l'interface. Et désolé, l'appareil niveau focus, c'est pas évident, mais bref. Hop. Alors, c'est toujours ce même système hein, chez Sony. Soit vous êtes en mode automatique et vous avez peu d'options, mais l'appareil va essayer de reconnaître tout seul comment ça fonctionne. Et là, vous avez ce mode de scène automatique. C'est pas pareil que sur le Xperia Z où il y a un mode qui s'appelle supérieur intelligent. Là, c'est autre chose. Mais il est quand même pas mal. Et là, si vous passez en normal, là par contre, vous pouvez régler vous-même vos scènes, etc., vos réglages. Donc là, ici, on a pas mal de choses. La résolution, donc 13, c'est au format 4 tiers. Si je passe en 10 mégapixels, je me retrouve en format 16:9. Je vais remettre en 13. Flash, détection de sourire, ISO, balance des blancs. Voilà, c'est à peu près tout. Démarrage rapide, ça c'est un élément que je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez prendre une photo très rapidement en faisant comme ça. Et là, normalement, il prend une photo, à moins que ce soit parce qu'il est déjà lancé. Je pense qu'il prend pas de photo parce que le truc est déjà lancé. Mais normalement, quand je fais démarrage rapide, il fait démarrage et capture. Et ça, vous n'êtes pas obligé. En gros, ça veut dire que... Moi, je le trouve un peu pénible, ce mode. Mais vous êtes... Voilà, comme je dis, vous pouvez personnaliser.
Normalement, il prend une photo tout seul. Je sais pas, peut-être que je l'ai mal réglé. Je sais. Enfin bref, voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Et vous avez vu le bouton d'appareil photo permet de lancer l'appareil photo très rapidement pour prendre une petite photo. Et ensuite, quand vous prenez vos clichés, bah, ça va assez vite. Là, j'ai désactivé le son, donc vous le voyez pas. Mais là, voilà, ça prend très rapidement les photos. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, que dire de plus? Vous avez aussi le zoom ici. C'est un bon gros zoom numérique qui va même très très loin, un petit peu trop loin, ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez l'utiliser si vous avez envie. Et la qualité est plutôt bonne en photo, je trouve que c'est pas mal. C'est un 13 mégapixels qui est bien géré niveau logiciel. Vous verrez les échantillons, je trouve ça pas mal du tout. Et puis ensuite vous avez la vidéo. Alors pour la vidéo, vous avez caméra avant, caméra vidéo. Bon, caméra avant, c'est pour la caméra frontale, bien sûr. Et ensuite, les différents modes de scène. Vous en avez moins, mais vous en avez quand même. Vous avez l'éclairage, donc avec le flash LED. Ici, vous pouvez filmer en Full HD, donc 1080p. Vous pouvez basculer en HD, 720p, MMS, VGA. Hop. L'éclairage, réglage directement ici. Balance des blancs, micro, ce genre de choses. Vous pouvez également, hop, enlever ça. Alors je sais plus après du coup comment on l'affiche, mais je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc ça c'est un peu comme chez Samsung on a ça aussi, et ça c'est pratique, ça permet de personnaliser l'interface. J'aime plutôt. Puis je pense qu'on a fait le tour, c'est à peu près tout ici pour cette interface. Et au niveau de la vidéo, vous filmez en appuyant là, il y a autofocus continu. Je sais pas. Voilà. Bon, vous le verrez bien dans l'échantillon et c'est pas mal du tout. Donc là-dessus, je dirais que ouais, un des points intéressants sur cet appareil, c'est aussi tout ce qui est photo vidéo où Sony s'en sort bien. Alors, tout ce qui est email, on a ce client-là. Alors, ça fait partie des nouveautés de Sony où on a une interface qui est claire plutôt que sombre. Si je me souviens bien, sur tout ce qui est arc, etc., c'était sombre, et on avait même un mode de colonne, en colonne sur le côté, là on l'a pu. J'ai regardé dans les paramètres, il n'y a pas. C'est pas forcément grave, parce que je pense que ça signifiait peut-être qu'il y avait peu de gens qui l'utilisaient. C'est un client email qui est très classique, vous pouvez ajouter différents comptes. Vous avez une boîte ensuite par compte qui s'affiche. Vous pouvez, tout est très fluide, vous ouvrez un mail, vous affichez les images ou non. Vous pouvez zoomer, dézoomer dans le mail. Vous pouvez faire répondre, hop, voilà. Bon, il vous met envoyé à partir de votre smartphone Xperia. Je sais pas, moi je trouve que il s'en sort très bien. C'est vrai que moi j'utilise plus. Alors attendez, je galère un peu pour sectionner mon. Bon, je sais plus, il veut pas sélectionner mon texte, c'est pas grave. Cherchez juste comment sélectionner le texte ici, mais ouais, vous pouvez ajuster à la lettre près là-dessus. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez mettre des pièces jointes également ici. Bon, c'est le classique avec le widget qui va bien, qui est ici, qui est plutôt bien fait. Et puis si vous voulez utiliser Gmail, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez utiliser juste ce client-là, qui est toujours aussi bien, il n'y a pas de reproche spécial à lui faire. Donc vous avez les deux. Au niveau de l'agenda, ça reprend un petit peu l'esprit du client email qu'on vient de voir avec cette interface claire. Les tri par semaine, jour, tout bien sûr synchronisé avec Google et d'autres services si vous voulez les ajouter. Et moi je trouve que esthétiquement cette zone-là elle est pas très réussie, notamment à cause des je sais pas, des dates qui sont un peu grosses. Je trouve que c'est un peu grossier. C'est pas grave en soi, puisqu'il fonctionne bien. Et puis, il y a autre chose, si vous aimez pas celui-là, depuis peu, Google permet de télécharger le Google Calendar, l'agenda Google de base d'Android. Vous pouvez le télécharger sur votre terminal, il est sur le Play Store. Donc ensuite, on a Music Unlimited et Video Unlimited qui permettent respectivement d'acheter tout ce qui est musique et puis bien sûr vidéo. Vous avez Maps qui fonctionne très bien sous Android, c'est une bonne solution de GPS. Bien sûr il y a un GPS sur cet appareil, la puce est là. Je pense avoir fait le tour. Track ID c'est une sorte de Shazam qui est préinstallé, un système un peu à la Shazam.
Restauration et sauvegarde, ça permet, ça c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne idée. Ça vous permet tout simplement de sauvegarder votre appareil, donc vous choisissez sur la mémoire interne SD ou un stockage USB, pourquoi pas, et ensuite après de restaurer votre terminal. Si vous avez besoin, vous avez une partie spéciale pour ce qu'ils appellent film. Alors pourquoi film? Parce qu'il va détecter, identifier, alors je sais pas comment ça se passe, mais il va identifier vos fichiers. Par exemple, moi j'ai mis un DivX de Family Guy, et bah, il va créer émission télévisée, Family Guy avec la pochette, je rentre dedans, saison 9, épisode 17, voilà. Et d'après ce que j'avais vu, c'était très juste. Donc si vous avez plein de séries et que vous voulez les mettre sur votre terminal et les regarder, ça va tout bien trier et c'est plutôt classe. Si vous achetez ensuite après sur Video Unlimited, bien sûr, il va tout vous trier de base. Mais ça marche bien tout ça. Et puis bien sûr la lecture DivX de base, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est évident. Le navigateur marche bien, vous pouvez aussi installer Chrome. Par défaut, quand vous le sortez de la boîte, vous avez un truc qui s'appelle Let's Start PSM. Et hop, et ensuite après il va vous proposer de télécharger l'application qui permet d'installer le PlayStation Mobile, l'application PlayStation Mobile, le Market, sur l'appareil. Donc vous l'avez pas par défaut, c'est un petit peu bizarre. Donc là vous pouvez le télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, il va s'afficher juste après. Voilà. On va le lancer rapidement. De toute façon vous verrez. Et là ça va aller super vite puisque il n'y a pas dedans il n'y a pas grand chose. Et moi pour tout vous dire je suis un petit peu perdu là dans l'environnement PlayStation Mobile. C'est à dire que à l'époque du Xperia Play, on avait vraiment deux distinctions avec les applications pour PS1 et qu'on pouvait utiliser là-dessus et le reste. Et là, moi, tout ce que je vois là-dedans, c'est une série de jeux triés dans une interface qui est vraiment pas pratique. Et c'est pas forcément des jeux PS1, je sais pas d'où ils sortent ces jeux, c'est typiquement, je sais pas, je m'en offre un au pif. Donc voilà, donc là j'ai un jeu à 3€. Blablabla, je regarde juste ce qu'ils disent, langue, copyright, bon, ok, super. C'est à peu près tout, et quand j'ouvre, bon, ça c'est un vieux jeu, ça m'étonnerait que ce soit un jeu PS1. Après je peux me tromper, je suis pas sûr, mais je me suis promené et j'arrive pas à comprendre, on dirait vraiment des jeux juste pour mobile. J'ai pas vu de gros titres en 3D. S'il y a un système de recherche, je pourrais faire une recherche. Par exemple, je sais que Crash Bandicoot y était dessus. Vous avez apps, mais il n'y a vraiment rien dedans. On va aller dans le jeu de tir juste pour voir rapidement. Ouais, je sais pas, genre Gun Commando, ok. C'est une sorte de... Ouais, je sais pas, c'est un jeu comme ça. Un vieux jeu, un titre un peu rétro. Alors, donc je sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans. J'arrive pas à comprendre. Sur ce terminal-là, j'ai quelques jeux, ils sont pas très intéressants. Je trouve pas les jeux PS1, alors peut-être c'est moi qui me trompe. D'ailleurs, si vous avez une réponse à donner là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais je trouvais que sur le Play, c'était un peu plus intéressant. Mais dans tous les cas, voilà, si vous voulez jouer sur cet appareil, il n'y aura pas de souci. On peut parler rapidement performance. J'ai pas tout à fait fini, je crois, dans les applications, mais vu qu'on est là-dessus, je peux en parler. Mais j'ai essayé des jeux comme voilà, Mass Effect Infiltrator, Trial Extreme 3, Angry Birds, tout ça, ça marche très bien. Au niveau des benches, bon, c'est sur le papier, c'est pas très intéressant, mais on a bien sûr un score qui est inférieur par rapport à ce qu'on a, je sais pas, sur un Z ou ce genre de terminaux. Mais n'oubliez pas que c'est un dual-core 1,5 GHz. Mais il fera tourner pas mal de jeux récents pendant encore quelques mois sans souci. Et typiquement, je vous disais, Dead Trigger, Shadowgun, tout ça, vous l'installez dessus, ça fonctionnera très bien. Et ça fonctionnera encore pendant quelques mois. Et après, il y aura plein de nouvelles vagues de jeux qui vont arriver. Ça devra encore tourner pendant encore pas mal de mois. Je pense dans un an, vous commencerez peut-être à avoir quelques soucis, mais... Et encore, c'est même pas sûr, tout dépend du travail des développeurs, mais pour l'instant, je trouve qu'il affiche de bonnes perfs niveau jeu, j'ai eu aucun souci. Media Remote, c'est une sorte de système de télécommande pour votre téléviseur, je crois que c'est compatible qu'avec Sony. Vous avez remarque ici, ça c'est le système qui permet de créer des notes. Sony Select, c'est des propositions de contenu, rien de bien passionnant. Xperia Link, en fait, c'est une application dédiée pour faire un mode modem, qui est ici. Voilà, qui facilite un petit peu
le lien entre les différents mobiles, enfin les différents appareils, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce système, mais il est préinstallé, pourquoi pas. WisePilot, c'est un système de GPS avec les maps, enfin les cartes de Navtech, qui sont les mêmes cartes utilisées par Nokia, d'ailleurs puisque Navtech appartient à Nokia. Mais donc c'est bien, mais l'interface est vraiment pas très agréable à utiliser. Sincèrement, enfin ça m'a pas trop convaincu, donc c'est pour ça que je ne veux même pas en parler. Si vous achetez cet appareil, vous pourrez l'essayer, mais moi j'utilise Google Maps et ça marche super bien, donc bon voilà. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors il y a Liveware, c'est un petit truc qui est assez sympa aussi. C'est typiquement quand vous pouvez déterminer des actions quand vous branchez quelque chose. Par exemple, je branche mes écouteurs, lance-moi le lecteur musical. Voilà, bah, vous pouvez déterminer ce genre de choses avec Liveware, qui permet aussi de gérer assez facilement les accessoires qui sont liés, hein. Pas que ce que vous pouvez brancher, c'est aussi Bluetooth, etc. Et dernier truc que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la gestion de l'autonomie. Donc là j'ai ma petite application pour vous en parler. Alors moi j'ai fait mes tests d'autonomie sur le Xperia T et je dois vous dire que je suis un petit peu déçu. Alors ça c'est une journée à chaque fois une barre, hein, d'accord. Donc là on a un terminal qui a duré 1, 2, 3 jours et demi. Pour être tout à fait honnête, c'est un appareil qui n'a pas été touché quasiment. Donc ça c'est en veille avec des notifications qui tournent derrière. Donc c'est vraiment pas génial. Il y a eu peut-être un peu d'utilisation, ici par exemple ici ça tombe un petit peu plus vite. Donc 3 jours en veille avec utilisation légère, c'est vraiment pas terrible. Et là ce qui est surtout intéressant c'est ça. Alors ça c'est quand j'ai fait mon test classique d'autonomie. Il a terminé le test à, et attendez je vais vous sortir ça, je l'ai noté, ouais, à 28%. Donc en gros à la fin du test de jeu, à la fin de l'heure de jeu il était à 28%. C'est-à-dire que après ça, si vous appelez un peu, bah, c'est fini quoi, la batterie elle meurt. Donc par rapport à ce que j'ai déjà constaté sur d'autres terminaux, c'est pas terrible du tout. Donc je suis un peu déçu là-dessus. C'est vrai que bon, c'est une batterie 1850 mAh sur un écran qui est pas immense. Oui, il y a beaucoup de pixels à gérer, mais en tout cas là, ça a vraiment pas marché. Et enfin, c'était pas terrible. Pour modérer un peu mon propos, je dirais que ce qui lui a coûté le plus cher, on va dire, c'est vraiment l'heure de jeu. Il est passé, pour vous dire, de 75% d'autonomie. Bah, en fait, c'est ça, quoi. C'est cette chute énorme ici qu'on voit là. Là, on était à un peu plus de 70, à peu près 60, j'étais à 75, je crois, mais peut-être un petit peu moins. Voilà, d'autonomie. Là, j'ai lancé un jeu pendant 1 heure et il est passé à ça. Donc là, c'est pas tout à fait représentatif parce que les chiffres sont un peu faussés, je crois, avec cette application. Mais en tout cas, je suis passé de 75 à 28 en 1 heure de jeu et c'est ça qui lui a coûté cher. À la fin de l'heure de jeu, le terminal il était brûlant, enfin pas brûlant, dangereux, mais il était vraiment chaud et on sent que voilà, l'écran qui tourne à fond, le CPU qui tourne aussi. Ça lui réussit pas et donc vous aurez a priori peu d'autonomie si vous comptez jouer beaucoup à des jeux lourds et faire du GPS et de la vidéo. Pour le reste, il s'en est sorti plutôt bien. Tout ce qui est bah là on le voit juste ici, là il y a eu au final tout ce qui est web, 1 heure de musique ça a consommé 1%. Enfin voilà, des trucs comme ça consomme vraiment rien, mais par contre quand l'écran est allumé et que vous faites tourner à fond la bête, à fond entre guillemets, ça là par contre ça lui coûte cher. Donc bon voilà, ça c'est à prendre en compte. C'est autonomie globalement moyenne en fonction des usages bien sûr, mais les usages lourds avec l'écran allumé, il adore pas du tout. On va dire qu'il déteste même. Donc voilà, ça c'était pour finir là-dessus. Alors bon, malgré ce petit point, ces petites notes un peu négatives sur l'autonomie, je dirais quand même que le Xperia T c'est un appareil qui m'a plu. Il m'a beaucoup fait penser au Ion. Vraiment, parce que c'est un appareil qui est quand même fluide à l'utilisation, vous l'avez vu dans l'interface, ça tourne très très bien. On a un appareil photo qui est intéressant, qui est bien. Une interface avec plein de fonctionnalités, on a les small apps, tous ces petits trucs, plein de nouveautés à droite à gauche. Sony a préinstallé pas mal d'applications que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qui sont intéressantes, je trouve. Le web, c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous pouvez faire tourner pas mal de jeux qui sortent en ce moment, donc il n'y aura pas de souci. Il y a ce côté autonomie qui est un peu moyen. L'écran est intéressant. C'est pas ce que je préfère, notamment au niveau de la gestion des noirs, ce genre de choses.
mais on peut pas dire que ce soit un mauvais écran, d'autant plus que niveau résolution, vous avez quelque chose de vraiment élevé sur un écran 4.5 pouces, et donc c'est assez sympa. Donc bonne densité de pixels. Donc si vous cherchez un terminal au design plutôt classique mais agréable à prendre en main, avec de bonnes performances sans avoir un prix vraiment trop élevé, et qui vous permettra d'aller sur le web, de prendre de belles photos, de regarder vos fichiers, vos vidéos, vos photos, etc. Communiquer en DLNA, bon ça vous pouvez le faire avec tous, mais ici c'est assez optimisé, notamment si vous êtes équipé Sony, bon ça changera pas forcément grand chose, mais ça facilite le truc. C'est un bon petit terminal, notamment à 1€ avec forfait, pourquoi pas. Puis le petit truc qui était un petit peu négatif dont je parle au début aussi, c'était l'ergonomie ici. C'est pas rédhibitoire, a priori c'est pas quelque chose qui doit vous faire changer d'avis si vous aviez décidé de l'acheter, mais je pense que c'est important de le rementionner ici. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc si vous avez des questions sur ce Xperia T, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ce test vous a plu. À bientôt.